Au début des années 1970, Santa Cruz, une charmante petite ville de bord de mer, sombre dans l'horreur. Un jour, on a commencé à retrouver des corps échoués sur les plages. De jeunes femmes innocentes sont violées, assassinées et démembrées. Il a attrapé le sac contenant les restes du corps et il l'a jeté dans le vide. Et pendant tout ce temps, le tueur insaisissable est juste sous le nez des policiers qui le recherchent. C'était vraiment une bonne patte. C'était quelqu'un de fort sympathique. Quel genre d'homme est capable de se livrer à de telles atrocités? Il s'est servi des têtes coupées pour pratiquer des fellations. Est-ce son environnement qui l'a poussé à agir ainsi? La nuit, sa mère l'enfermait à la cave parce qu'elle avait peur qu'il n'agresse sexuellement ses sœurs. Ou était-il un tueur né? Sans crier gare, il explose. Dans les années 1960, Santa Cruz était une petite ville de bord de mer. On y faisait du surf, beaucoup de retraités vivaient là. L'université est fondée en 1965. C'était le début du mouvement hippie, les prémices du New Age. C'était une ville vraiment libre où il faisait bon vivre. Le courant de contre-culture qui animait la ville de San Francisco est arrivé jusqu'ici. De nombreuses communautés hippies ont fini par se former dans le comté de Santa Cruz. Ça a attiré beaucoup de jeunes, notamment les jeunes filles. Des gens venus des quatre coins du pays se sont installés ici parce qu'ils aspiraient à un mode de vie plus libre et décontracté. Mais en 1972, la sérénité de Santa Cruz est ébranlée. Un jour, on a commencé à retrouver des corps échoués sur les plages. C'était effroyable. Dans la ville, beaucoup de gens se sont demandé « Qu'est-ce qui arrive à notre petit paradis ?» On nous avait signalé la disparition de nombreuses personnes. Nous avons compris que quelqu'un assassinait de jeunes autostoppeuses. Anita Lucchese, 18 ans, étudiante à l'université de Fresno, disparaît. On a retrouvé une tête tranchée dans la montagne. Que le crâne, aucune trace du corps. Mary-Ann Pesch, une skieuse chevronnée de 18 ans, est portée disparue. Les enquêteurs de la criminelle étaient de plus en plus troublés. Puis c'est au tour d'Aikoku, une ballerine de 15 ans. On aurait dit que le monde était devenu fou. Cindy Shawl, une jeune fille de 18 ans qui faisait du babysitting pour financer ses études, vient s'ajouter à la liste des personnes disparues. Je me souviens qu'à l'époque, je n'avais qu'une envie, l'attraper, débarrasser nos rues de ce tueur, le faire enfermer. Les médias baptisent le mystérieux tueur l'ogre de Santa Cruz. Dès qu'on voyait quelqu'un de moins de 18 ans faire du stop, on le conduisait en maison de correction. Ça a déclenché un véritable tollé. Ils nous accusaient de bafouer leur droit à faire de l'autostop, alors qu'en réalité, on essayait juste de leur sauver la vie. Rosalind Thorpe, 23 ans, disparaît à son tour du campus de Santa Cruz. Dès qu'on nous signalait une disparition, on craignait qu'il ne s'agisse d'une autre victime d'homicide. Alison Liu, une étudiante de 21 ans, disparaît à jamais. On n'avait pas le moindre indice sur l'identité du tueur.
Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Et les affaires de meurtre aléatoires sont extrêmement dures à résoudre, parce que ces meurtres n'ont aucun motif. En raison de la culture de l'époque, il y avait beaucoup de drogue en circulation. Le mouvement hippie était omniprésent. C'est vrai qu'on a sans doute tous pensé que ça avait quelque chose à voir avec les meurtres. En avril 1973, au cours d'une enquête de routine sur les armes à feu, l'inspecteur Michael Aluffi se retrouve confronté non pas à un hippie complètement drogué, mais à un jeune homme conservateur aux cheveux courts, très apprécié des policiers du coin. Le bureau du shérif pour lequel je travaillais à l'époque a reçu le registre de vente d'un armurier. L'un des préposés à l'enregistrement vient nous voir avec une fiche et dit « Ce type vient d'essayer d'acheter une arme. Une partie de son dossier a été effacée, mais j'ai découvert qu'il avait été impliqué dans une affaire de meurtre dans le comté de Madera, il y a quelques années. » Affectueusement surnommé Grand Ed, ce jeune homme de 24 ans, mesurant 2 mètres pour 127 kilos, est un habitué du bar de la police locale, le Jury Room. Il venait souvent au bar, où on avait l'habitude d'aller après le travail. Il traînait avec nous, on bavardait. C'était vraiment une bonne patte. Il était très amical, très sociable. C'était quelqu'un de fort sympathique. Personne n'avait franchement envie d'aller lui confisquer son arme parce que le registre de vente indiquait qu'il mesurait 2 mètres pour 130 kilos. C'était un vrai colosse. Mais comme j'étais le petit nouveau, c'est moi qui ai dû m'y coller. Je n'étais pas très rassuré à cause de sa taille. Je n'aurais jamais fait le poids face à un géant avec une arme. Michael Aluffi ne le connaît pas. Mais le propriétaire de l'arme est loin d'être considéré comme suspect dans l'affaire de l'ogre de Santa Cruz. Edmund Kemper, dit Grand Ed, vit avec sa mère dans une charmante petite rue de banlieue, tout ce qu'il y a de plus tranquille. Mais l'adresse n'est pas claire. On s'est garé ici et on a cherché, mais en vain. Plusieurs maisons avaient la même adresse et on ne savait pas laquelle était la bonne. Je crois qu'on se trouvait ici quand un véhicule est arrivé et s'est garé là-bas, là où se trouve cette voiture. J'ai dit à mon partenaire, je vais aller lui demander s'il sait où est Kemper. Je me suis approché de la voiture. La portière du conducteur était ouverte. Un homme était baissé sur le siège avant en train de traficoter je ne sais quoi sous le tableau de bord. Je m'apprêtais à lui dire « Excusez-moi, je pourrais vous parler une minute ?» Quand il est sorti de la voiture, ça a été un choc. Je l'ai tout de suite reconnu parce qu'il me dominait complètement. Et pourtant je mesure plus d'1,80 m. Je lui ai expliqué ce qu'on était venu faire. On devait lui confisquer son revolver et s'assurer qu'il était légalement autorisé à avoir cette arme. On s'est dirigé vers l'arrière du véhicule. Il a sorti les clés de sa poche pour ouvrir le coffre. Alors instinctivement ou à force d'entraînement, je ne sais pas, mon partenaire et moi, on s'est séparés. Je me suis placé de ce côté du coffre et mon partenaire de l'autre, prêt à dégainer. Tout ce qu'il y avait dans le coffre, c'était une serviette roulée en boule. Il a fait mine de l'attraper et j'ai dit « Attendez, je vais la prendre moi-même ». Je me suis penché et j'ai attrapé la serviette. À l'intérieur se trouvait l'arme qu'on était venu chercher. J'ai remarqué qu'il n'y avait rien dans le coffre, aucun revêtement, rien. J'ai trouvé ça un peu étrange, mais on a pris l'arme et on est parti. Michael Aluffi dépose l'arme au poste de police et oublie toute cette histoire. 2 semaines plus tard, à 5 heures du matin, alors que l'agent Jim Conner fait partie de l'équipe de nuit, il surprend une conversation téléphonique entre l'un de ses collègues et le propriétaire de l'arme. Je connaissais Ed, alors j'ai pris le téléphone et nous avons commencé à discuter. J'entendais bien que quelque chose n'allait pas. Il appelait d'une cabine téléphonique du Colorado.
Il n'avait pas dormi depuis plusieurs jours. Il a dit qu'il avait fait quelque chose de vraiment grave. Il m'a annoncé qu'il avait tué sa mère et une amie à elle. Il m'a expliqué que les corps se trouvaient chez lui et m'a demandé si je connaissais Michael Alloufi. J'ai répondu que oui. Et il m'a dit, ma maison n'est pas facile à trouver, mais Michael sait où elle est. Il est déjà venu chez moi pour me confisquer une arme. Les policiers appellent l'inspecteur Alloufi chez lui. Quand on m'a annoncé tout ça, j'ai eu l'impression que mon corps se vidait de son sang. J'étais sous le choc. Je n'arrivais pas à croire que c'était réel. Un des agents du shérif a brisé la fenêtre arrière, située à l'opposé de celle qu'on peut voir ici. Puis on a commencé à chercher les corps. Dans le placard, il y avait une couverture. Quand on l'a tirée, on a vu du sang et des cheveux. Grand Ed fait alors des aveux surprenants. Au téléphone, il annonce à Jim Conner que c'est également lui qui a tué toutes ses étudiantes. Edmund Kemper est placé en détention. Les révélations de ce jeune homme de 24 ans sont aussi incroyables que sordides. Au début des années 1970, dans la station balnéaire de Santa Cruz, en Californie, de jeunes étudiantes disparaissent mystérieusement les unes après les autres, et une série de macabres découvertes vient ébranler la ville. Mais en avril 1973, à la surprise générale, un jeune homme de 24 ans, de 2 mètres, du nom d'Edmund Kemper, avoue être celui que les médias ont surnommé l'ogre de Santa Cruz et qu'il a déjà 10 victimes à son actif. Placé en détention, il se livre à d'incroyables révélations. L'ogre de Santa Cruz a eu une vie fascinante. Né en 1948, Edmund Kemper est le cadet d'une famille de 3 enfants. Ses parents étaient très stricts sur le plan de la discipline. Ils ne laissaient jamais rien passer. Kemper grandit à Burbank, en Californie. Il voue une grande admiration à son père, mais il ne s'entend pas très bien avec sa mère, Clarnell. Il supportait très mal la sévérité de sa mère. Elle était dure, agressive, et n'arrêtait pas de le rabaisser quand il était plus jeune. Je ne sais pas si on peut parler de mère abusive, mais en tout cas, elle était très agressive. En 1957, après des années d'un mariage malheureux, les parents d'Edmund se séparent. Il n'a alors que 9 ans. Clarnell, Edmund et ses 2 sœurs déménagent. À l'époque, Kemper se comporte déjà de façon étrange. Enfant, il présentait de nombreux signes de pathologie. Il coupait les têtes des poupées de ses sœurs ou les déformait par d'autres moyens. À 10 ans, il dit que si sa maîtresse d'école venait un jour à l'embrasser, il la tuerait. Quand un petit garçon de 9-10 ans a ce genre de pensée, c'est que quelque chose ne tourne pas rond. Il faut se poser des questions. Le jeune Kemper se met à développer un imaginaire violent. Après avoir démembré des poupées, il commence à torturer des animaux. Il a avoué un jour avoir enterré un chat vivant et l'avoir déterré plus tard pour jouer avec. Énormément de tueurs en série ont commencé en tuant et torturant des chats. Pourquoi des chats? Parce que c'est un symbole féminin. Autant de signes avant-coureurs qui, d'après le FBI, caractérisent un grand nombre de tueurs en série.
En gros, nous avons affaire à un jeune homme en proie à des fantasmes odieux, destructeurs et violents, et ce, avant même l'adolescence. Un individu issu d'une famille éclatée, avec une mère froide et distante, et un père absent depuis le divorce. Quelqu'un qui a le sentiment d'être abandonné et qui se met à torturer des animaux. C'est un schéma très caractéristique. Kemper devient plus grand, plus fort et plus étrange. La nuit, sa mère l'enfermait à la cave parce qu'elle avait peur qu'il n'agresse sexuellement ses sœurs. Tout ce qu'il avait, c'était un lit de camp, un sac de couchage et pour toute lumière, une simple ampoule pendue au plafond avec une chaînette. Il a dit que c'était une période de sa vie très difficile, très effrayante. La nuit, il entendait les rats courir, ce genre de choses. Adolescent, Kemper quitte sa mère et part pour Los Angeles afin de retrouver le père qu'il admire tant. Il espérait pouvoir vivre avec lui. Mais quand il arrive là-bas, son père le rejette. Edmund Kemper est envoyé vivre chez ses grands-parents paternels dans une ferme reculée. Là, les violents fantasmes de l'adolescent se réaliseront pour la première fois. Il s'est avéré que sa grand-mère était aussi stricte et autoritaire que sa mère. Son grand-père était sorti faire une course ou je ne sais quoi. Il a attrapé un fusil et a abattu sa grand-mère. Mais il se rend compte que son grand-père va rentrer et trouver sa femme morte. Comme c'est une personne âgée, il refuse de laisser vivre ce traumatisme. Alors quand son grand-père rentre, il l'abat à son tour. Il a dit qu'il ne voulait pas que son grand-père souffre en découvrant que sa femme était morte. C'est la déclaration la plus bizarre que j'ai jamais entendue. Qui abattrait quelqu'un pour l'empêcher de découvrir que son épouse est décédée? Pour les médecins, il s'agit d'un cas de schizophrénie paranoïaque. Kemper est alors interné à l'hôpital d'État d'Atascadero. C'était loin d'être un environnement sain pour lui. Il a sans doute beaucoup appris au contact des autres pensionnaires, dans le mauvais sens du terme. Le docteur William Schanberger fait alors partie du personnel de l'hôpital. À l'époque, il y avait 1600 patients dans l'établissement, dont plusieurs dizaines de meurtriers et 800 délinquants sexuels atteints de troubles mentaux, pour une équipe de seulement une dizaine de membres. William Schanberger n'est pas le thérapeute attitré de Kemper, mais il est régulièrement en contact avec lui. Ed était brillant. Ça se voyait quand on parlait avec lui. C'était une sorte de patient modèle. Le sympathique Kemper gagne la confiance du personnel hospitalier et devient bientôt l'assistant des équipes en charge de centaines de délinquants sexuels. Il avait accès à tous les dossiers, des dossiers qui contenaient des descriptions détaillées des méthodes et des ruses utilisées par les autres criminels. Il avait 15 ans quand il a été interné à l'hôpital psychiatrique et il n'avait pas la moindre expérience sexuelle. En général, l'enfant s'accroche à ses fantasmes violents. Et à l'adolescence, un élément sexuel vient s'y ajouter. Il développe donc des fantasmes sexuels dans lesquels il voit l'autre comme un objet plutôt que comme un partenaire. Il veut faire quelque chose à quelqu'un, pas avec quelqu'un. Il avait des fantasmes. Il a dit qu'il se masturbait de nombreuses fois pendant la journée quand il était à l'hôpital psychiatrique.
Grâce à ses fonctions, Kemper a accès aux tests psychologiques de l'hôpital. Kemper était très intelligent. Il savait ce que les psychiatres et les psychologues avaient envie d'entendre. Il connaissait leurs critères et les médecins ont pensé qu'il l'avait guéri. Après 5 ans d'internement dans cet établissement sécurisé, Edmund Kemper est libéré. Il a alors 20 ans et mesure 2 mètres. Le tribunal pour enfants ordonne sa libération. Nous préconisons qu'il ne retourne pas vivre avec sa mère. Mais malheureusement, le juge ne nous a pas écoutés. Et il est retourné vivre avec sa mère. D'après ce qu'il disait, il était très mal à l'aise socialement, surtout en présence de femmes. Je pense que ça en faisait quelqu'un de solitaire. C'était un jeune homme. Il avait 21, 22 ans. Il n'était sûrement jamais sorti avec une fille de sa vie. Comme n'importe qui d'autre, il était sans doute intéressé par les femmes et ressentait le besoin de se rapprocher d'elles. Mais que pouvait-il dire à son sujet? Qu'il avait assassiné ses grands-parents et qu'il avait passé les 5 dernières années en hôpital psychiatrique? Je n'ose pas imaginer à quel point ça a pu être difficile pour lui. Certes, ça n'excuse rien, mais pour moi, ça résume assez bien la situation. Alors il a commencé à prendre des étudiantes en stop, à les assassiner et parfois même pire. Désormais sous les verrous, Edmund Kemper révèle aux enquêteurs l'horreur de ces incroyables crimes, et ce, dans les moindres détails. Son comportement dénote une série de pathologies sexuelles très graves et très complexes. Il a dit beaucoup de choses plutôt dérangeantes. En 1973, après la disparition de plusieurs étudiantes, le meurtrier, Edmund Kemper, est placé en détention. Et l'assassin de 2 mètres est très loquace. Il indique l'emplacement des scènes de crime aux inspecteurs et raconte ses meurtres dans le moindre détail à quiconque veut l'entendre. Il n'arrêtait pas de parler. Il nous donnait toutes les informations possibles et imaginables. Il expliquait en détail ce qu'il avait fait à ses filles. La plupart des tueurs en série avec lesquels j'ai travaillé se divisent en 2 catégories. Ceux qui n'aiment pas du tout parler des crimes qu'ils ont commis, et ceux qui, au contraire, ont désespérément besoin de parler de leur meurtre et d'être sous le feu des projecteurs. Il a dit beaucoup de choses plutôt dérangeantes. Les enquêteurs apprennent que Kemper a mis des mois à élaborer sa stratégie. Il passait beaucoup de temps à voyager vers le centre de la Californie, parfois même jusqu'à Los Angeles. Là, il cherchait des autostoppeuses pour s'entraîner. Quand les jeunes filles montaient dans sa voiture, il les regardait et il s'imaginait en train de caresser leur poitrine et s'adonnait à toutes sortes de bizarreries sexuelles avec elles. Au cours de ses nombreux voyages, Kemper parfait son image de garçon inoffensif et peaufine son plan. Jusqu'au jour où il a assez confiance en lui pour passer enfin à l'acte. Le 7 mai 1972, à Berkeley, Edmund prend 2 amis en stop près du campus de l'université. Mary Ann Pesch et Anita Lucchese, toutes 2 âgées de 18 ans. Elle monte dans la voiture, il démarre, et immédiatement il leur dit « Tiens, je crois que ta portière est mal fermée. »
Comme il est très grand, il lui suffit de se pencher du côté passager pour atteindre la portière. Il l'ouvre, la referme et glisse un stick de baume à lèvres derrière le mécanisme pour le bloquer. Comme ça, si elles se mettent à paniquer et qu'elles veulent sortir, elles ne peuvent pas ouvrir la portière. Kemper les conduit dans un endroit désert. Il raconte aux inspecteurs que sous la menace d'une arme, il a forcé Anita à monter dans le coffre. Il est ensuite retourné dans la voiture où il a poignardé Mary Ann jusqu'à ce que mort s'en suive. Je n'arrive pas à imaginer ce qu'a pu ressentir Anita Lucchese en entendant sa meilleure amie hurler et se faire poignarder. Ça a dû être extrêmement dur. Puis Kemper ouvre le coffre et tue Anita. Il transporte le corps des deux jeunes filles dans un appartement qu'il loue. Là, il les démembre, puis jette les morceaux dans la montagne. Alors que les policiers recherchent le mystérieux ogre de Santa Cruz, Edmund Kemper est assis juste à côté d'eux dans leur bar favori. Il est au-dessus de tout soupçon. Je me rappelle avoir vu Ed au bar plusieurs fois, surtout à l'époque des meurtres. Il venait boire quelques bières avec les gars. C'était quelqu'un de très sympathique. Quand il était avec eux, il pensait « Regardez-moi ça. Je suis un assassin et ils n'en savent rien. Ils m'acceptent totalement et je fais partie de la bande. » C'était une sorte de groupie de la police. Il n'y a pas de meilleure façon de le dire. Beaucoup de tueurs en série sont fascinés par la police. Ça fait partie de leur profil psychologique. Il y a différentes raisons à cela. D'une part parce qu'ils aiment traîner avec eux, mais également parce que ça peut leur permettre de suivre l'avancement de l'enquête et de savoir s'ils parlent d'eux. C'est très stimulant pour eux. Il nous arrivait d'en parler et de dire « Une fille a été trouvée ici, une autre là. On a trouvé des morceaux de corps échoués sur la plage. » Ce genre de choses. C'était le genre de sujet de conversation qu'on avait quand on était au jury room. Le 14 septembre 1972, Kemper remarque une jeune fille qui fait du stop. Il s'agit d'Aikoku, une ballerine de 15 ans. Elle a raté son bus et a peur d'être en retard pour sa leçon de danse. Elle fait du stop parce qu'elle a raté le bus. Elle doit se rendre à San Francisco. Elle est très jeune, très petite et donc facile à dominer. Elle monte dans la voiture, il traverse la baie de San Francisco, mais malheureusement pour elle, il ne s'arrête pas. Cette jeune fille devait être terrifiée. Kemper ligote, bâillonne, puis étouffe sa captive. Mais ce n'est qu'une fois qu'il a transporté les corps de ses victimes chez lui que Kemper peut laisser libre cours à ses fantasmes morbides. Il a eu des rapports sexuels avec la plupart des cadavres, avec les corps entiers, mais également décapités. Il s'est même parfois servi des têtes coupées pour pratiquer des fellations. Il n'est pas rare pour un tueur en série d'avoir des rapports sexuels avec un corps décapité, parce que pour lui, ce n'est pas une personne, mais un objet. J'ai le pouvoir de faire ce que je veux avec cette femme. Elle est à moi, et je peux lui faire tout ce qui me passe par la tête, tout ce dont j'ai jamais rêvé, et personne ne peut m'en empêcher. C'est en grande partie ce désir de domination qui le pousse à agir, mais son comportement est également le fruit d'une très grave pathologie sexuelle. Pour ne pas être localisé, Kemper découpe les membres de ses victimes et les jette à différents endroits. L'inspecteur Terry Medina vit à quelques minutes à peine de l'un d'entre eux.
Quand j'ai appris qu'il était venu si près de chez moi, j'ai pensé à ma femme. À l'époque, elle était souvent seule à la maison, avec nos 2 jeunes enfants. Ça m'a fait une drôle de sensation dans l'estomac. C'était un prédateur. Kemper a garé sa voiture par ici. C'est un endroit très isolé. Ça l'était encore plus il y a 30 ans, quand il n'y avait rien d'autre que les montagnes. Il a attrapé le sac, l'a amené au bord du chemin. Et souvenez-vous qu'à l'époque, il n'y avait pas de clôture. Et il l'a jeté dans le vide. C'est là qu'on a retrouvé les restes d'Aikoku. De toute cette série de meurtres, c'est celui-ci qui m'a le plus affecté. Bien sûr, ils sont tous aussi horribles, mais celui-là semble me coller à la peau. Dans notre métier, il y a toujours une affaire qu'on n'oublie jamais. Une affaire qui reste en vous. Kemper revendique le meurtre de 3 autres autostoppeuses. Roselyne Thorpe, 23 ans. Alison Liu, 21 ans. Et Cindy Shaw, 18 ans, qui travaillait comme babysitter pour l'agent Jim Connor. Elle était jeune, elle avait besoin d'argent, comme tout le monde. Elle était très gentille. Le fait qu'elle soit étudiante à l'université nous rassurait. On savait qu'on ne risquait rien à lui confier nos enfants. Il l'a abattue avec un calibre 22. Kemper transporte le corps de Cindy dans sa chambre, dans la maison de sa mère. Il l'a démembré, mais dans son esprit, il y avait un lien particulier entre eux, un attachement. Alors il a gardé la tête. Kemper explique à la police qu'il a caché le crâne de Cindy dans la cour, sous la fenêtre de sa chambre. Il l'enterre à 60 cm de profondeur environ. Il fait en sorte qu'elle regarde en direction de la fenêtre de sa chambre, afin de conserver la connexion qu'il croyait exister entre eux. C'était incroyable. Parce que, excusez-moi du terme, mais Ed avait tout du gentil géant. Il était très gentil et très sympathique. On n'aurait jamais pu imaginer qu'il puisse être capable de telles horreurs. En plus d'avoir abattu ses grands-parents, Edmund Kemper a assassiné 6 jeunes femmes. Mais il va bientôt commettre le meurtre dont il a rêvé toute sa vie. En mars 1973, Edmund Kemper, un géant de 2 mètres, a enlevé et assassiné 6 étudiantes sans éveiller le moindre soupçon. Mais au mois d'avril, une visite de routine de l'inspecteur Michael Aloufi, venu lui confisquer une arme, sème involontairement le doute et la panique chez le meurtrier. Quand je suis venu lui prendre son arme, il a eu l'impression que j'étais en train de jouer au chat et à la souris avec lui. Il pensait que c'était un jeu et qu'on savait que c'était lui le meurtrier. Kemper a peur que sa mère, Clarnell, ne découvre ce qu'il a fait. Il ne voulait pas que ses actes couvrent sa mère de honte. Edmund Kemper se résout finalement à commettre le meurtre dont il rêve depuis son enfance. Il se lève à 4 heures du matin, prend un marteau, se rend dans la chambre de sa mère et lui assène plusieurs coups à la tête. C'est un meurtre vraiment sale.
La mère de Kemper va subir le même sort que les jeunes étudiantes, et même pire. Il la décapite, puis insère son pénis dans sa bouche. Il place la tête sur le manteau de la cheminée et lui hurle dessus. De temps à autre, il jette des fléchettes sur son visage. Il lui parle de toutes les fois où elle lui a crié dessus, où elle l'a rabaissé. Il lui arrache les cordes vocales et tente de les détruire dans le broyeur de l'évier, parce que c'est avec cet organe qu'il déteste tant qu'elle a pu lui infliger toutes ces brimades. Craignant que la meilleure amie de sa mère ne découvre sa mort, Kemper l'invite chez eux, la tue et s'enfuit. Ce n'est qu'après avoir roulé 3 jours sans dormir qu'il appelle la police pour se rendre. L'inspecteur Medina est envoyé sur la scène de crime chez la mère de Kemper. Quand je suis arrivé, tout était en ordre. On aurait simplement dit que quelqu'un était parti en vacances. Nous avons retourné le matelas. Bien entendu, il était imprégné de sang. Mais nous avons trouvé un mot qui disait « Messieurs, désolé pour ce bazar, mais je suis vraiment pressé. » En 43 ans de carrière, c'est la seule fois où j'ai vu le suspect laisser un mot à la police. Les corps de la mère de Kemper et de sa meilleure amie ont été soigneusement cachés dans 2 placards. En octobre 1973, Edmund Kemper est jugé pour homicide multiple. L'accusation et la défense tentent toutes deux de répondre à la question qui est sur toutes les lèvres. Qu'est-ce qui a poussé un grand gaillard aussi amical et coopératif que lui à tuer tous ces gens? L'enquêteur de la défense, Harold Cartwright, interroge Kemper pendant plus de 100 heures. À aucun moment, je ne me suis senti menacé. Avec ses 2 mètres et ses 120 kilos, c'était un vrai colosse. Mais il me faisait plus penser à une sorte de gentil géant. Mais avec le sexe opposé, Kemper a un tout autre comportement. Cameron Jackson, à l'époque étudiante en psychologie, est chargé de lui faire passer un test de personnalité standard. Je suis seule avec lui dans la pièce. Je lui lis les questions et il se montre très coopératif. Mais soudain, sans crier gare, il se lève et il explose, comme un volcan. Il entre dans une rage folle. Je me suis penchée en arrière et 2 policiers sont immédiatement entrés pour le calmer. C'était un accès de colère, d'émotion et de fureur si brusque et si irrépressible. Je ne me souviens pas exactement de ma question, mais je suis sûre que ça avait un rapport avec les femmes. Et pour couronner le tout, c'était une femme qui la lui posait. Pendant le procès, les aveux enregistrés de Kemper sont diffusés. Je suis assis dans la salle d'audience, j'écoute les confessions enregistrées de Kemper et je regarde les visages des parents des jeunes filles assassinées. Tous trahissent le choc et l'angoisse de ce qu'ils viennent de traverser. Je pense que l'un des aspects les plus négligés dans la couverture médiatique de ces terribles crimes,
c'est le sort des victimes. En général, les journalistes se limitaient à une brève mention de leur nom. Ces jeunes filles étaient toutes étudiantes, elles étaient promises à un brillant avenir, une carrière, une famille. Et tout cela s'est effondré lorsqu'un assassin a décidé de leur ôter la vie. C'est une véritable tragédie pour les familles à qui on a arraché ces jeunes filles. L'émotion suscitée par ce drame est aussi vive aujourd'hui qu'elle l'était en 1972. Le 8 novembre, Edmund Kemper est déclaré coupable de 8 meurtres avec préméditation et condamné à la prison à perpétuité. Mais qu'est-ce qui a poussé Edmund Kemper à assassiner 10 jeunes filles innocentes? Est-ce sa vie de famille dissolue et la violence morale dont sa mère aurait fait preuve à son égard? Ou était-il tout simplement un tueur né? Une fois, il a dit quelque chose comme « c'était le seul moyen de les contrôler ». Au cours de tous les interrogatoires que je lui ai fait passer, c'est la seule et unique fois où il m'a fourni un semblant d'explication. Ed Kemper est l'archétype du sociopathe. Il n'éprouve aucun remords, il ne pense qu'à lui. Il n'a pas la moindre compassion. Je ne sais pas s'il était vraiment conscient de la gravité de ses actes, c'est très difficile à dire. Est-ce qu'un boucher a des remords quand il débite un morceau de viande? J'en doute. Et je pense que c'est comme ça qu'il considérait ses victimes, comme des objets qu'il pouvait démembrer. Au début, quand on le regarde, on se dit « il s'est passé quelque chose, il lui manque une case, il souffre d'un déséquilibre chimique ». Mais en fin de compte, je pense que c'est uniquement son environnement qui est en cause. C'est la façon dont il a grandi et les expériences qu'il a vécues qui ont fait de lui un tueur en série. Qui sait, peut-être que depuis le début, c'est sa mère qui l'assassine. Quand on étudie les tueurs en série, on veut absolument trouver un responsable. Dans le cas présent, il en voulait sans doute à cette folle de mère qui l'enfermait à la cave. Mais je ne pense pas qu'elle ait agi de la sorte sans raison. Les gens qui côtoient les tueurs en série pendant un certain temps finissent par développer une sorte d'intuition. Ils seraient incapables de dire pourquoi, mais ils savent qu'il se passe quelque chose. Il y a des facteurs génétiques et biologiques, des facteurs sociologiques et des facteurs psychologiques très complexes qui interagissent les uns avec les autres. Et si on veut un jour limiter et annihiler ce genre de comportement, nous devons traiter le sujet à tous ces niveaux. Pour moi, un tueur né, ça n'existe pas. Je pense que nous naissons tous avec nos points forts et nos points faibles, que ce soit au niveau physique, mental ou émotionnel. Certaines personnes sont capables de gérer ce qui leur arrive et d'autres non. Plusieurs années après l'arrestation de Kemper, un colis arrive au domicile du docteur William Schanberger, qui était proche d'Edmund quand il était adolescent. Ed Kemper m'a envoyé cette tasse. Dans sa lettre, il dit qu'il a mis près d'1 an à la faire. Sa forme cabossée est extrêmement complexe. Dessus, on peut lire « Je vous demande pardon ». Et en dessous, je ne vous ai jamais rien promis. À mon avis, ce sont de véritables excuses. Je pense qu'une part de lui aurait tout donné pour être quelqu'un de normal. Ça se voyait quand il témoignait. Il y a une part d'Edmund Kemper qui est aussi horrifié et aussi dégoûté que nous par ce qu'il a fait. Je suis persuadé qu'aucune part de lui n'est fière de ce qu'il a fait.